On nous intéresse. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h45, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin dans le petit déjeuner politique avec Mathilde Panot, qui est députée La France Insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. On a assisté quand même à un échange d'une rare violence entre politiques hier, ce week-end, et puis ça avait démarré dans la semaine, entre François Ruffin et François de Rugy. Alors François Ruffin a traité François de Rugy de politicaillon à la noix. Réplique du ministre: Ruffin se comporte en fasciste. Votre collègue a-t-il donc une tendance fasciste, Mathilde Panot? Non, c'est intolérable. Ouais. François de Rugy a un énorme problème. Lorsqu'on fait de la politique, on utilise des arguments. Alors parfois, on peut qualifier son adversaire, et politicaillon, on peut dire que c'est une qualification qui n'est, ma foi, pas très très grave. Ouais. Et donc c'est quand même incroyable d'avoir un ministre qui utilise la surenchère et qui le prend personnellement à ce point-là. Et je sais d'où vient en fait cet échange-là. C'est parce que nous avons passé 3 jours et 3 nuits dans l'hémicycle pour voter la loi énergie-climat où François de Rugy était au banc, et il a été d'un mépris absolu, que ça soit sur les associations sur lesquelles il revenait absolument tout le temps, qui donneraient des fausses nouvelles, etc. Et il n'a pas aimé que lorsque... sur des fausses nouvelles. Par exemple, on lui parlait, nous voulions qu'on interdise les subventions aux énergies fossiles. Oui. Et il dit, mais si vous dites subventions, alors les gens vont croire qu'on donne de l'argent. Oui, des exonérations, ça s'appelle aussi perdre de l'argent pour l'État et subventionner directement ou indirectement les énergies fossiles. Et on sait qu'il faut en laisser 80% sous terre si on veut avoir une chance de rester en deçà des 2 degrés. Donc, et en plus, il n'a pas aimé que lorsque nous avons voté la loi énergie-climat, qui est censée être leur grande loi, qui montre qu'ils prennent à cœur ce que notamment les jeunes pour le climat demandent. Ouais. À ce moment même, il y a un tweet de Jean-Claude Juncker qui dit et qui annonce que les négociations avec le Mercosur ont abouti, c'est-à-dire un nouveau traité de libre-échange qui va encore augmenter les échanges internationaux, donc augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Qui pénalise un peu les agriculteurs, d'ailleurs. Qui pénalise les agriculteurs et qui est d'ailleurs avec le Brésil d'extrême droite de Bolsonaro, qui notamment est en train de détruire la forêt amazonienne, ce qui est... ça avait commencé avant lui, hein, donc... Oui, mais je veux dire, ça a aussi monté en tension à ce moment-là, donc c'est absolument indigne d'un ministre d'en arriver à des qualificatifs tels que celui-ci. Oui, mais alors, il dit, Mathilde Panot, il dit que François Ruffin transpire la haine de l'autre, et il dit les fascistes sont comme ça, il discrédite au lieu de discuter et de débattre. Non, je pense que c'est François de Rugy qui a du problème avec le débat. Je vous assure. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre qui, au lieu d'utiliser des arguments, parce que concrètement, que proposent les associations et qu'est-ce que nous proposions durant cette loi et en général? Nous proposons une autre vision de la société. Nous sommes une alternative au macronisme. Et il ne supporte pas qu'on s'oppose à lui. Et dès qu'on s'oppose à lui, alors là, arrivent les noms d'oiseaux extrêmement rapidement, des sautes d'humeur qui sont extrêmement fortes. Non, la politique, nous discutons politique et donc il faut avoir des arguments. Oui, mais il dit, vous vous opposez en fait en règle générale, mais vous ne proposez pas grand-chose. C'est sous-entendu, hein. Oui, ça c'est souvent des choses qui nous ont été reprochées. Je pense que c'est faux lorsqu'on regarde notre travail parlementaire de manière un peu objective. Et par exemple, il va dire ça sur le scénario Négawatt. Le scénario Négawatt qui est une vision alternative de la transition énergétique que nous pourrions faire. Donc, il dit ça absolument surtout lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui. Donc, François de Rugy est content. Il a enfin atteint le stade de ministre. C'est une girouette absolue. Quand même, il y a 3 ans... Girouette, mais bien sûr, il y a 3 ans, il proposait le 100% énergie renouvelable. Donc, à un moment, il va falloir arrêter d'utiliser des arguments personnels constamment. Nous utilisons des arguments politiques. On ne peut pas y arriver du jour au lendemain non plus à ce 100% renouvelable. Ah non, nous proposons 2050. C'est ce qu'il y a dans le scénario Négawatt et c'est ce que disait le ministre il y a 3 ans, 2050. Oui. Et donc vous avez l'impression qu'il est girouette, François de Rugy. Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui a 3 ans... effectivement, François Ruffin qualifié d'éolienne, c'est ça. Oui, on peut aussi dire ça. Non, mais quand quelqu'un, il faut être sérieux, quand quelqu'un se présente à une primaire en disant « Je suis pour le 100% énergie renouvelable, le nucléaire crée moins d'emplois que les énergies renouvelables » et puis se retrouve finalement à presque défendre un nouveau programme nucléaire et à le continuer à tout va, moi j'appelle ça une girouette. Je sais pas, c'est pas la cohérence qui l'étouffe en tout cas. Oui. À propos d'étouffer, c'est la canicule, hein, la France a un peu suffoqué la semaine dernière, ça va un petit peu mieux. Est-ce que le gouvernement a quand même bien géré cette canicule, Mathilde Panot ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous êtes toujours dans l'opposition. Non, il faut être assez sérieux sur cette question. La canicule, c'est un phénomène extrême climatique que nous aurons de plus en plus souvent. Oui. Même si on a vu qu'en 1911, par exemple, le Parisien a sorti les archives, il y avait eu 40 jours. C'était beaucoup plus long. Oui, mais on a eu 2003 et on va les avoir de plus en plus souvent parce que les températures vont augmenter du fait du dérèglement climatique. Nous sommes devant une crise sanitaire sans précédent. Vous avez quand même 135 services d'urgence en grève, les pompiers qui ont fait un préavis de grève sur les 2 prochains mois, avec une grève d'ailleurs une manifestation qui aura lieu demain et qui du coup empêche d'être à la hauteur de cette crise écologique. Et puis à un moment, il va falloir arrêter d'avoir des beaux mots. C'est-à-dire que si on veut... Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces changements climatiques extrêmes ? Il faut à la fois atténuer le changement climatique et s'adapter. La première chose sur l'atténuation, quand je parlais des accords de libre-échange, on va encore discuter à l'Assemblée nationale le 17 juillet du CETA, donc Union européenne-Canada. On a un train Rungis-Perpignan qui est le dernier train de primeur, donc qui transporte des fruits et légumes en France, qui va être supprimé parce que le gouvernement n'arrive pas à trouver 25 millions d'euros et qui va remettre 25 000 camions. C'est toujours en cours de négociation. 25 000, oui, non, pour l'instant, il s'arrête le 12 juillet. 25 000 camions sur les routes par an. Donc, en termes d'atténuation, ils ne font absolument rien. Refus d'arrêter de subventionner les énergies fossiles. On continue. Restriction quand même de la circulation. Donc, il y a. Oui, mais ça, c'est des mesures d'urgence à prendre de manière évidente. Mais je veux dire, il faut penser un peu plus long terme que ça. C'est ça aussi l'histoire de la crise écologique. Il va y avoir c'est planifier le long terme. Et d'ailleurs, je vais vous dire, vous savez que les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique sont en grève. On fait un comité de défense écologique, ils ont appelé ça, parce que depuis 2013, ils ont perdu 13 250 emplois. Donc, comment voulez-vous mener une transition écologique à la hauteur 13 250 emplois. Depuis 2013. Comment voulez-vous mener une politique écologique à la hauteur si vous n'avez plus de moyens humains pour le faire Et après, sur la question d'adaptation, par exemple, une des choses qu'il faut absolument faire dans nos villes, c'est arrêter les îlots de chaleur et notamment mettre des arbres, parce que les arbres, c'est prouvé, peuvent descendre jusqu'à 5 degrés la température. Donc, faisons un grand programme de végétalisation. On bétonne de plus en plus. On veut faire des tours aussi dans Paris. Ce qui est un vrai problème. Est-ce que les militants écolos ont été victimes de violences policières pour vous ce week-end à Paris, vendredi, avec la dispersion qui est intervenue par les forces de police, Pont de Sully? Je crois que quand on voit les images, on peut difficilement dire autre chose. Lorsque vous voyez un policier qui gaze directement sur la figure de gens qui sont assis pacifiquement, je pense que réellement, il y a un souci. C'était une action sauvage, désobéissance civile. Oui, alors et qui est juste une action qui peut pour attirer l'attention sur l'inaction de ce gouvernement et qui essaye de penser comment est-ce que l'humanité peut survivre. Donc une action de désobéissance en étant assise sur un pont, je pense pas que c'est une atteinte à la sécurité nationale. Il va falloir arrêter. Oui, mais compte tenu du contexte depuis plusieurs mois avec les gilets jaunes. Ce n'est pas nouveau. Il y a un autoritarisme extrêmement fort de ce gouvernement, notamment sur les militants écologistes et notamment sur les militants de Bure qui luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires sous terre et qui ont déjà eu l'année dernière 50 procès, une vingtaine de perquisitions et des interdictions de territoire. Donc il va falloir arrêter pour des gens qui luttent pour notre avenir d'avoir un autoritarisme aussi fort sur leur personne. Oui, Mathilde Panot, il y a eu un Big Bang de la gauche, ou en tout cas il y a certains qui veulent un Big Bang de la gauche. Il y avait une manifestation organisée hier. Et il y a Clémentine Autain qui est chez vous, à la France Insoumise, qui rêve de refonder la gauche radicale. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Je crois malheureusement que ce sont des formules que nous avons déjà essayées et qui ont déjà échoué. Je pense que maintenant l'heure est à ce que nous appelons la fédération du peuple, c'est-à-dire à fédérer autour d'un programme. Et nous l'avons redit à l'Assemblée représentative de la France Insoumise, nous voulons être l'outil de reprise du pouvoir du peuple. Et c'est pourquoi nous proposons la Constituante, qui est une méthode pour permettre de sortir par le haut de cette crise démocratique dans laquelle nous sommes. Oui, la Constituante pour les auditeurs, pour bien expliquer les choses. La Constituante, c'est le fait de se remettre ensemble, de rediscuter une assemblée pour réécrire les règles du jeu sur comment nous vivons ensemble, réécrire la Constitution. Et pour nous, c'est la manière de sortir par le haut de la crise démocratique dans laquelle nous sommes, où un électeur sur 2 ne va plus se déplacer de manière assez régulière et où quand même nous avons 3 millions de gens non inscrits. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Mathilde Panot, avec Clémentine Autain alors ? Non,
Non, enfin, je ne crois pas que ça soit la bonne stratégie à Est-ce qu'elle a adopter. toujours sa place d'ailleurs chez les Insoumis, Clémentine Autain? Oui, bien sûr. Parce Et qu'elle d'ailleurs, critique quand même la direction actuellement. ça fera des arguments pour tous ceux qui disent que Jean-Luc Mélenchon est un dictateur qui empêche tout le monde de s'exprimer. La preuve en est, C'est lui le chef, le boss, c'est ce n'est pas encore le cas. c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est notre candidat au présidentiel. Il a fait plus de 7 millions de voix. Donc oui, il a une légitimité particulière dans la France insoumise, bien évidemment. Malgré ce qui se passe en fait en ce Bien moment, quoi. Et puis son renvoi, et je pense que c'est peut-être même devant la justice. Hein. C'est même l'homme qui a remis dans la tête l'idée que nous pouvons gagner, que nous n'étions pas juste là pour faire une opposition de confort, mais oui, que mais nous ça pouvions c'est le gagner passé, le ça. pays. C'était déjà il y a 2 ans. Non, vous pouvez gagner de nouveau. Bien sûr, évidemment. Et nous nous y préparons très sérieusement. L'homme ou la femme, en l'occurrence c'est l'homme de l'avenir à la France insoumise, c'est pas François Ruffin? On est riche de plein de... Enfin, tout le monde a des choses d'avenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est 17 parlementaires dans notre groupe, qui sommes extrêmement différents. Pour le coup, pour un groupe assez sectaire, comme on nous décrit, nous sommes le seul groupe parlementaire qui a des gens avec différentes étiquettes politiques, différentes expériences professionnelles, notamment la première aide-soignante qui a été élue de l'histoire de l'Assemblée nationale, ma collègue Caroline Fiat. Et nous avons toujours voté pareil. C'est-à-dire que nous avons une base programmatique extrêmement solide autour de notre programme L'Avenir en commun. Et je pense que nous sommes 17. On a montré qu'à 17, les 17 têtes étaient extrêmement fortes pour défendre l'intérêt général. Et nous sommes beaucoup d'autres derrière. En tout cas, donc, il y a quand même vous n'en avez pas fini avec nous, vous inquiétez pas. Il y a quand même des soucis pour Jean-Luc Mélenchon qui est renvoyé devant la justice. Oui, alors c'est un problème que ça soit que nous l'apprenions par la presse déjà. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles il va falloir s'interroger dans ce pays. Et puis je pense qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui d'ailleurs a été dénoncé par certains médias, un 2 poids 2 mesures dans la manière dont est traité Jean-Luc Mélenchon et les autres d'ailleurs, parce qu'il n'est pas le seul à être envoyé en justice. Lorsqu'on voit l'affaire Benalla et la manière dont Jean-Luc Mélenchon est traité, moi, ça m'interroge. Ah oui, ça vous interpelle. 2 poids 2 mesures, c'est ce que vous voulez dire, Tout à fait. ce que vous sous-entendez. Mathilde Panot, le mot de la fin maintenant avec Cécile de Ménibus. Oui, vous vous souvenez de cette histoire sur le Burkini à Grenoble, où des jeunes femmes militantes sont venues dans des piscines municipales. Et ben, ce week-end, elles ont réitéré l'opération en essayant de faire une espèce d'opération de communication à Grenoble pour essayer de faire en sorte que les passants soient plutôt de leur côté. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que on a un débat là-dessus qui est complètement biaisé en faisant croire que ça a quelque chose à voir avec la laïcité. Oui. Ça n'a rien à voir avec la laïcité et je tiens à l'affirmer ici fortement. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas... Pourtant, c'est un vêtement religieux. Nous n'avons pas à faire la police des vêtements. La seule chose qui compte dans cette histoire, c'est de savoir quel est le règlement de la piscine. Est-ce qu'il y a un problème d'hygiène ou pas avec ce vêtement? De même qu'on interdit à des gens de porter, de mettre un slip de bain ou des shorts de bain. Voilà, c'est la seule question qui est là-dessus. Mais la laïcité, ce n'est pas ça, et c'est dévoyer la laïcité que de le mettre sur ce terrain-là. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre, si effectivement c'est un problème d'hygiène? Vous êtes d'accord que c'est pas possible? Si c'est un problème d'hygiène, effectivement, c'est pas possible. Mais ça, c'est des choses à discuter. Je pense que il y a une manière qui a été de gérer ce débat, de l'éviter. On n'est pas très à l'aise quand même à la France insoumise avec cette histoire de Burkini, non? Non, si, mais c'est juste. Non, si, non, oui. mais écoutez, c'est le genre de débat qu'on met sur la table, qui encore une fois continue à stigmatiser une partie de la population. Et nous l'avons dit, nous l'avons redit, nous ne voulons pas stigmatiser une partie de la population parce qu'ils ont telle ou telle religion. Donc vous êtes favorable au Burkini. Si les femmes ont envie de prendre le Burkini, que ce soit à la piscine ou sur les plages cet été. Du coup, on a ce débat-là sur des choses qui sont à la rigueur assez futiles et qui continuent à créer des divisions dans le pays là où il ne devrait pas y en avoir. Non, c'est pas futile, c'est pas futile pour les gens qui ont envie de le porter. C'est pas futile pour eux. Oui, non mais ok, mais sauf que vous vous rendez bien compte que c'est pas le débat de société numéro 1 sur lequel on se base. Non, mais il y a quand même un moment donné où il va falloir légiférer et dire oui ou non. Tout le monde en est entre les deux. Je pense qu'il y a déjà des règlements de piscine qui répondent à cette question. Donc individuellement, les piscines peuvent dire oui ou non. Oui. Ok. Merci Mathilde Panot, députée de la France Insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous. Il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.